tous en Bénin, la justice béninoise, mesdames, messieurs, s'invite une fois encore au cœur de votre émission Débat. À tous, bienvenue. Si l'on a des griefs contre la loi, il faut retourner à l'Assemblée nationale et non s'attaquer aux magistrats qui exercent. Cette boutade signée du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme renvoie, semble-t-il, dos à dos et citoyens lambda et hommes de droit vont debout, tous contre certaines décisions de justice dans leur ensemble et singulièrement le nouveau-né de la maison justice, la Criette. Ses prérogatives et son fonctionnement demeuraient jusque-là sujets à controverse. La balle, presque subtilement renvoyée dans le jardin du Parlement béninois, milieu hautement politique, le répondant adéquat aux maux dont souffrirait l'appareil judiciaire béninois se trouverait-il au mai des politiques? Que pourrait être leur part de responsabilité dans la fortification ou non de l'arsenal judiciaire? Regard croisé, mesdames, messieurs, de deux acteurs politiques, de la mouvance et de l'opposition. Témoin venu, récrimination contre la justice béninoise, le législateur, le parfait bouc émissaire ou le mal incarné. À mon extrême gauche, Lot Candide Kendi. Il est le secrétaire général du mouvement BBN bâtissant le Bénin nouveau. Il est membre de la dynamique unitaire soutenant le chef de l'État, bloc en passe de se muer en parti politique. Ce n'est qu'une question désormais de temps. Lot Candide Kendi, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci pour la disponibilité. Je vous en prie, c'est moi. En face de lui, Saliou Adamou, lui, répond en qualité de président du PPS, le parti du peuple souverain, une formation politique de l'opposition. Saliou Adamou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, la justice béninoise, encore et toujours, ces temps-ci, ça va dans tous les sens. La maison justice au Bénin, dit-on, est à la croisée des chemins. Vomi par bon nombre de justiciables, elle n'apparaît non plus une fierté personnelle aux yeux de ceux qui l'exercent. Redorer le blason du pouvoir judiciaire, c'est désormais tout le défi. Mais comment y arriver, mesdames, messieurs? L'un des procureurs les plus en vue ces temps-ci, Gilbert Tobon, c'est lui qui est question, propose, entre autres pistes, celle relative au Parlement béninois, pour espérer, dit-il, sortir de l'auberge. L'autre Kendi. Alors, le parlementaire compte-t-il pour beaucoup en ce qui concerne la qualité de l'appareil judiciaire? Merci, monsieur Etanji. Je voudrais d'ores et déjà dire que toute société doit être régie par des lois. Ce sont les lois qui tracent le cadre général dans lequel les choses doivent se passer dans la cité. Et notre constitution du moins, a consacré également cela, de telle sorte que c'est le législateur, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui constitue le haut-lieu donc de la politique en termes de légifération, en termes de traçage donc de ce cadre-là, pour dire que effectivement, si il est vrai que l'Assemblée nationale doit tracer ce cadre en définissant les lois qui doivent donc dans lesquelles les citoyens doivent rester pour mener leurs activités, pour agir au nom et au service de la République. Il est vrai également que ceux-là qui sont appelés à jouer ce rôle au sein du Parlement doivent être qualitatifs, doivent avoir la qualité nécessaire pour véritablement apporter les solutions qu'il faut, qui soient le plus impersonnelles possible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dès l'instant... Vous soulignez quelque chose là. Bien sûr. Vous dites le Parlement, oui, mais la qualité des hommes, ça compte. La qualité des hommes compte. Parce que il faut pouvoir avoir des gens qui, dans la tête, sont assez représentatifs, ont en tout cas le minimum de savoir et de connaissances qu'il faut, sans oublier qu'ils ont également la sagesse qu'il faut pour pouvoir définir donc les règles qui vont faire en sorte que le pays puisse évoluer dans la paix, qui vont faire en sorte que les activités, les différentes activités à l'intérieur du pays puissent se faire de façon impartiale, qui vont faire en sorte que les gouvernants, le président de la République, son gouvernant et toutes les autres composantes de la vie sociopolitique puissent se sentir pleinement, j'allais dire, à l'aise par rapport aux décisions que la justice doit prendre. Et en cela, Monsieur Etonji, moi je suis respectueux donc des lois de la République.
je suis respectueux des décisions de la justice. La question est de savoir est-ce que les lois qui sont prises, effectivement, comme vous semblez le dire, sont impartiales. Parce que si les lois ne sont pas impartiales, si elles ne sont pas impersonnelles, c'est à partir de ce moment que ça crée des difficultés au niveau de l'application. C'est à partir de ce moment que ça crée des difficultés dans la psychologie sociale, qui, à un moment donné, c'est-à-dire cette société peut, à un moment donné, se dire est-ce que les lois qu'on a votées et qui nous régissent sont des lois qui nous permettent de vivre en paix, qui nous permettent effectivement de dire que notre pays prend des décisions justes. Donc un paramètre très important. Un paramètre très important. On y revient parce que là, vous touchez un point plus que sensible, la qualité des hommes qui composent le Parlement béninois. Vu les bruits observés ces temps-ci, bruits de bottes relativement à ce qui se joue au niveau de la maison de justice, avec un Parlement aussi indexé, la qualité fait-elle défaut? La question, je vais vous la poser tout à l'heure, mais je me retourne vers vous, salut Adamo. Alors, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, dites, le parallélisme de forme s'impose-t-il vraiment lorsqu'on doit se référer à la qualité de la justice? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je vais m'attarder sur le thème pour atterrir directement sur le Parlement. Vous avez semblé nous poser la question à savoir si l'Assemblée nationale aujourd'hui a un mal nécessaire. Non, le terme, pour reprendre nos téléspectateurs plus précisément, c'est ceci, récrimination persistante du pouvoir judiciaire. Alors, le législateur, le parfait bouc émissaire ou le mal incarné? Merci beaucoup de repréciser vraiment le thème. Tout de suite, là, moi, je dis l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, c'est le mal incarné. Vous êtes affirmatif, vous voulez nuancer. On vous donne la possibilité de nuancer. Écoutez. Je suis affirmatif. Et je vais vous donner les raisons qui nous amènent à rester dans cette affirmation. Allez-y. L'Assemblée nationale a un rôle. Et son rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de voter des lois et de voter aussi le budget. Oui, tout ça fait partie des lois. Maintenant, il a dit oui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons l'impression que nous n'avons pas une Assemblée nationale, mais un gouvernement bis. Parce que le contrôle de l'action du gouvernement a déserté le forum au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque nous prenons les lois qui sont votées récemment, je vous donne l'exemple, par exemple, de la loi sur l'embauche. C'est une loi suicidaire. C'est une loi qui enterre définitivement, si vous voulez, la jeunesse. Parce que lorsque nous lisons ces lois ou les articles qui composent vraiment ce vote de loi, vous allez constater aujourd'hui, lorsque vous êtes jeune et que vous êtes embauché dans une structure de la place, ou même par l'État, vous n'êtes plus en sécurité. Ce qu'on appelle la sécurité professionnelle n'existe plus parce que lorsque vous êtes embauché et que vous faites quelque chose qui ne plaît pas, peut-être à votre employeur, à votre chef, tout de suite là, sans arrière-pensée, il peut vous limoger, sans même vous payer vos droits. C'est la loi sur l'embauche qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Parce que aujourd'hui, les députés qui sont à l'Assemblée nationale semblent nous dire qu'ils sont là pour faire valoir les compétences de la jeunesse, faire la promotion de la jeunesse, défendre le peuple. Mais c'est le contraire qui se voit aujourd'hui. C'est le contraire qui se fait aujourd'hui parce que lorsque vous voulez qu'on ait 500 000 emplois en 5 ans et que nous sommes à 2 ans et demi, si nous allons faire peut-être les calculs, nous aurons déjà 250 000 emplois. Et qu'à travers ces lois qui sont votées, on limoge les jeunes. Les jeunes sont renvoyés. Les jeunes sont à la maison. Franchement,
aujourd'hui, le mal de notre pays, ce sont les députés. Non, vous avez cité Lorsque juste la loi sur l'embauche. lorsque nous prenons, par exemple, la loi sur l'encadrement des droits de grève dans notre pays, Oui. Il y a un nous problème pensons que c'est une suppression de droits de grève qui ne dit pas son nom. Parce qu'on ne peut pas donner 10 jours dans l'année à nos travailleurs pour s'exprimer librement à travers les grèves. Parce que lorsque nous prenons nos travailleurs, s'ils travaillent correctement, il faudrait qu'on les récompense. là. Et l'État s'est engagé à les Et l'État, récompenser. non, l'État, jusqu'à là, nous sommes en train de parler, nous n'avons pas encore eu cette chance-là de dire que l'État est dans cette posture de donner la chance aux travailleurs lorsqu'ils travaillent bien. Ce n'est pas Parce le que débat du jour. Évoluer sur d'autres exactement, exemples, c'est peut-être. vrai, c'est pas le débat du jour, mais il va falloir aller de fond en comble Oui, allez-y, pour allez-y. expliquer aux uns et aux autres Comment le Parlement... comment le Parlement est un gouvernement bis et que le mal de la République aujourd'hui, c'est le Parlement. Nous prenons par exemple le code électoral. Oui. Le code électoral, c'est un code qui contient des gènes de division. C'est un code qui contient plein de tensions sociales. Lorsque vous prenez le code électoral, nous attendons le président de la Cour à ce qu'il dise que ce code électoral n'est pas conforme à la Constitution. Mais à notre grande surprise, parce que les uns et les autres nous ont déjà prévenus, soit disant que le professeur est en mission. Et nous l'avions compris, parce qu'il a validé, tout en laissant 2, 3, 4, 5 articles dans ce code-là, soit disant ces 5 articles sont inconstitutionnels. Or, nous l'attendons normalement sur les articles 242, les articles 272 de ce nouveau code électoral. C'est un exemple palpable. Vous pensez Ils que... disent- Vous pensez que... les L'article députés- 242, c'est au niveau du cautionnement, par exemple. Les 249 millions ou les 10% des frais de campagne. 30 millions. Ça Bon, fait 3 millions. Comment Mais notre sujet n'est pas lorsque- forcément... Exactement. contenu. Mais Les exemples, oui. Il faut comprendre ce que nous sommes en train de dire. Hein? Lorsque nous allons au niveau de la charte des partis politiques, c'est la même chose. Ces lois qui sont votées. Et aujourd'hui, nous avons le code pénal. C'est des lois qui sont votées par combien de députés? 14, 15 députés. À quelle heure? À une heure où il semblerait que tous étaient déjà fatigués et qu'il faille normalement aller se coucher. C'est à cette heure qu'on nous vote ce fameux code pénal et qui est aujourd'hui en train de sacrifier le peuple béninois. Parce que nous avons l'impression que la République est en train de mourir, laissant place à un empire. Parce que aujourd'hui, toutes ces lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des lois qui prônent la paix. Ce ne sont pas des lois qui parlent de la fraternité, de la justice, du travail. Parce que notre devise, vous savez, nous avons la fraternité, justice, travail. La fraternité se trouve où dans ces lois votées aujourd'hui? La justice se trouve où dans ces lois votées aujourd'hui? Le travail se trouve où dans ces lois votées aujourd'hui? Il n'y en a pas, monsieur le journaliste. Kikindi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Parlement est en train de sacrifier la devise béninoise? Merci beaucoup et j'espère que nous n'allons pas trop nous éloigner du sujet. Non, lui, il a essayé d'aller choisir ses exemples et ouvrant des brèches. Voilà, néanmoins, comme mon vis-à-vis a donné des exemples, j'aimerais bien revenir sur ces exemples. Allez-y, pour allez-y. aider. Alors, donc, je commence par la question du rôle de l'Assemblée nationale dans une nation. Le rôle de l'Assemblée nationale est-il d'être opposant à l'action gouvernementale? Le rôle de l'Assemblée nationale est-il d'être systématiquement contre tout ce qu'un président de la République pose comme action dans le cadre du développement de son pays? Non. Nous devons expliquer aux populations que le rôle de l'Assemblée nationale, en tant que représentation du peuple
et qui montre une certaine cartographie, une certaine configuration des forces en présence au niveau politique dans la nation, nous devons expliquer que le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas d'aller systématiquement contre l'action du gouvernement. Au contraire, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est d'accompagner le gouvernement dans son action politique, tout en ayant un regard critique quand il faut sur les actions qu'il pose lorsque ce Parlement-là, lorsque ses députés estiment qu'il y a des corrections à faire, il y a des réorientations. Vous avez dit tout à l'heure que le regard critique n'existe pas puisqu'il devrait intervenir au moment où il est question de faire le contrôle de l'action gouvernementale. Lui, il observe que c'est pratiquement absent, le contrôle de l'action gouvernementale. C'est quoi votre... Je pense que cette position est propre à lui, mais cette position n'est pas la mienne, parce que si nous prenons aujourd'hui la configuration de l'Assemblée nationale, je vous ai parlé tout à l'heure de cartographie. Quand on va aux élections et qu'on en sort, pourquoi est-ce que nous avons tendance, pourquoi est-ce que nous parlons chaque fois de mouvance et d'opposition? Parce qu'à un moment donné, chacun fait ses choix politiques. Et quand vous faites vos choix politiques, vous êtes libre dans ces choix-là de dire « Moi, je suis pour accompagner le président de la République et son gouvernement. Moi, je ne suis pas pour accompagner le président de la République et son gouvernement. » Ceux qui ont fait le choix d'accompagner le président Patrice Talon, ils ont leur raison. Certainement, ils ont cru au programme du président Talon. Certainement, ils ont cru au rêve que le président Talon a vendu en 2016 pendant la campagne électorale. Alors, on ne peut pas leur faire ce procès. Et donc, aujourd'hui, lorsque ces gens-là, ils votent des lois pour aider le président dans la mise en œuvre de son programme, a priori, on ne peut pas le leur reprocher. Et je vais être plus concret. Quand nous prenons, par exemple, la charte, la nouvelle charte des partis politiques, de quoi il s'agit? Quel était le diagnostic? Depuis 1990... Faites en sorte d'être tous techniques, sinon on ne va pas évoluer. Allez-y. Voilà. Depuis 1990... nous avons constaté qu'il y a une prolifération de partis. Tout à fait. C'est ça, et qu'en réalité, ces partis ne sont pas représentatifs, c'est-à-dire ils ne couvrent pas l'étendue du territoire national. Et chaque fois où nous allons aux élections qui n'ont pas donc de bons résultats, il y a même des partis qui ne se présentent pas, n'est-ce pas, j'allais dire, aux élections législatives, etc. Tout le monde a été unanime là-dessus. Il fallait corriger ça. Et le président a estimé que pour arrêter cette prolifération des partis politiques et avoir de grands regroupements, donc il faut reconfigurer à partir d'une loi. À partir d'une loi qui va amener la classe politique à se mettre ensemble. Aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, nous avons 246 partis politiques enregistrés. Mais quand vous regardez à l'Assemblée nationale la configuration actuelle, quels sont les partis en présence? Vous avez essentiellement le PRD, qui est le parti le plus solide. Je parle bien du parti, je ne parle pas d'alliance de partis. Le parti le plus solide, c'est le PRD. Ensuite, vous avez l'Union fait la nation. Ensuite, vous avez certaines alliances, etc., la RB. Et donc, aujourd'hui, la charte des partis politiques nous permet d'aller à ça. Et le code électoral, toujours pour faciliter le regroupement des partis politiques, vient poser des balises. Ah bon, votre vis-à-vis aussi, pour son problème, une fois encore, dans ça, il a cité par exemple le cas des cautions qui ont été fixées, le cas du pourcentage à avoir pour pouvoir mériter un siège. Vous avez quelques mots à dire par rapport à ça? Quand on parle de la loi, on parle également de l'esprit de la loi. L'esprit des 249 millions, donc de la caution, c'est pour amener les gens à entrer dans les blocs, dans les grands blocs. C'est pour amener les gens à faire preuve de militantisme, à avoir la culture du militantisme à travers la participation en ce qui concerne les cotisations au sein donc des partis, pour ne plus avoir les micro-partis que nous avons. On a entendu certains dire que le pouvoir d'achat des Béninois est tel que ça reste du leur que d'espérer une cotisation à cette hauteur. Vous répondez quoi? Est-ce que tout le monde est appelé à militer dans un parti? Non. Dès le moment où vous faites le choix de militer dans un parti, vous êtes astreint à faire face à des cotisations. Avec le pouvoir d'achat, ils peuvent s'en sortir? Ils peuvent s'en sortir. C'est un choix qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir d'achat? Quand vous militez à l'intérieur d'un parti politique et qu'on vous fixe les cotisations, d'abord les cotisations se fixent collégialement avec les organes représentatifs qu'il faut. Et donc, quand on fait ça, chacun, selon ses moyens, apporte, n'est-ce pas, sa caution. Alors, on va aller rapidement. Et il a parlé, entre autres, aussi de l'embauche, la loi sur l'embauche. Il pense que c'est contre la jeunesse. Vous êtes jeune aussi. J'allais y venir. Allez-y rapidement. J'allais y venir. Heureusement que je suis un jeune. Et donc, je ne voudrais pas dire que tout ce que mon vis-à-vis a dit est faux.
Mais je voudrais dire que la loi sur l'embauche, il faut voir également cette loi-là sous un autre œil. Qu'est-ce que je veux expliquer par là? La sécurité sociale dont mon vis-à-vis parlait, c'est de dire que l'ancienne loi nous permettait, par exemple, d'avoir des contrats à durée indéterminée et d'être serein par rapport à ça, même si nous faisons mal notre travail, n'est-ce pas, au boulot, même si nous ne prenons pas bien à cœur ce qui doit être de nos responsabilités au quotidien, etc., etc. Et donc aujourd'hui, la loi vient tenir compte du fait que les employeurs ont souvent des difficultés quand ils sont face à des cas d'employés, à des cas de travailleurs qui ne font pas bien leur travail. Pas forcément récalcitrants, mais qui n'accomplissent pas bien leur travail. Et à partir du moment où il y a un verrou qui est là, c'est difficile. L'inconvénient de ça, et on le voit dans les pays comme les États-Unis, l'inconvénient de ça, c'est que quand l'employeur veut embaucher, il se trouve en difficulté. Moi, je vais vous donner un exemple pratique. J'ai connu de près une entreprise où son directeur financier est jugé par la hiérarchie comme incompétent. Mais le directeur général explique qu'il a des difficultés à le licencier. Tout simplement parce que quand il tient compte de ce que la loi a prévu, la procédure qu'il faut pour le licencier, tant qu'il n'y a pas une faute très grave, il vous est difficile de licencier la personne parce que vous devez faire face ipso facto, n'est-ce pas, aux indemnités de licenciement, etc. Et donc, c'est une loi qui rétablit finalement l'équilibre employeur-employé. La loi permet de protéger à la fois l'employeur et l'employé. L'employé doit savoir désormais qu'il doit mieux prendre à cœur son travail. L'employeur également, et tenant compte donc des résultats de son employé, est beaucoup plus enclin, n'est-ce pas, à favoriser... Alors on va évoluer sur le sujet qui nous réunit. Vous permettez, je voudrais quand même préciser quelque chose, parce que mon vis-à-vis a expliqué que aujourd'hui, vous pouvez être licencié sans aucune procédure. C'est faux. La loi sur l'embauche ne précise pas ça. Et il l'encadre. Voilà. On va aller, sinon on ne supprime pas le temps. Alors, il est question désormais de se retourner vers l'Assemblée si on veut vraiment une justice de qualité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il est question de regarder de plus près le travail alors de l'Assemblée nationale? Par rapport à ça, je voudrais dire que de tout temps, ceux qui ont à charge donc de prendre des décisions au niveau du secteur judiciaire et ceux qui sont les justiciables de tout temps, ils ont toujours eu à cœur d'essayer de comprendre si les lois qui sont votées en leur nom sont de bonnes lois. Si ces lois-là permettent donc de gouverner le pays en paix, permettent d'assurer une certaine équité pour tout le monde. Donc, nous devons souhaiter impérativement que ceux qui nous représentent soient d'abord des modèles de vie, des modèles sociaux. C'est pour ça que lorsque vous avez parlé de qualité d'entrée de jeu, j'acquiesce parce que je dis, si nous avons par exemple des repris de justice à l'Assemblée nationale, si nous avons des gens qui ne sont pas assez vertueux, n'est-ce pas, de la gouvernance publique, de la chose publique, de la vie en général, est-ce que cela peut valablement conduire notre pays à bon port à travers donc les règles qu'ils vont mettre en place? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je voudrais dire tout simplement que je vous soutiens en ce que nous devons être plus regardants lorsque nous allons pour les élections, pour savoir qui sont les meilleurs candidats pour lesquels nous devons voter. Est-ce que ceux-là, véritablement, peuvent refléter dans leurs décisions ce que le bien-être auquel le peuple aspire, la justice auquel le peuple aspire? Et si on veut donner des exemples concrets, le procureur Togbonon, il a dit qu'il vaut mieux se référer, n'est-ce pas, aux législateurs. Mais en fait, je pense que ce que le procureur Togbonon voulait expliquer, et c'est ça l'esprit donc de son discours, c'est que lui, il n'est pas habilité en tant qu'homme de loi à juger, n'est-ce pas, de l'opportunité de la loi qui a été prise. Mais il est habilité plutôt à appliquer, à mettre en exécution la loi qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale et qui est passée par le filtre de constitutionnalité. Et donc, il faut repréciser les rôles. La question est de savoir, vous vous souvenez que dans ce pays, nous avons eu une loi en 2000,
2010 ou 2011, si j'ai bonne mémoire, qui supprimait le droit de grève aux douaniers. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Et ça a été validé par la Cour constitutionnelle de Maître Robert Dosso en son temps. Et vous vous souvenez que le président Théodore Ollot était membre de cette Cour constitutionnelle. Et que 5 ans après, le président Théodore Ollot a validé, n'a pas validé, a rejeté une loi sur le retrait du droit de grève dans le milieu hospitalier, c'est-à-dire dans le milieu de la santé et dans le milieu de la justice. En son temps, je n'ai pas opiné là-dessus parce que j'ai considéré qu'il faut être respectueux des décisions de la Cour constitutionnelle. Mais ce volte-face, comment vous pouvez l'expliquer? Et c'est là où je voudrais encore revenir à ce que disait mon vis-à-vis tout à l'heure sur le droit de grève. L'Organisation internationale du travail a été assez claire. Les services essentiels dans la République ou les services d'autorité peuvent être restreints en matière, le droit de grève dans ces services-là peut être restreint. C'est-à-dire quand vous prenez le domaine de la santé, quand vous prenez le domaine de la justice, les documents existent, ça peut être consulté. Moi, j'ai le document. Ce que j'ai suivi tout à l'heure, c'est comme s'il dit que oui, restreint, mais pas privé, que ça ressemble plutôt à une privation qu'à une restriction. Mais on va évoluer pour rester. Une restriction n'est pas une privation. Quand on vous prive, vous n'avez même plus le droit. J'ai pas pour le temps, mais dites. Quand on évoque ce sujet, vous semblez tous être unanimes sur le fait que oui, les députés ont un très grand rôle à jouer si on veut avoir une justice de qualité. Mais alors, quelle pourrait être la responsabilité du juge? Là-dessus, il n'y a pas de responsabilité en tant que tel. Le juge, pour ce que je sais, le juge n'a pas d'autre choix que d'appliquer la loi. Ça, c'est responsabilité. Ça, c'est sa responsabilité, oui, parce qu'il n'est pas législateur. D'accord. Voilà. Je vous pose la même question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est pas parce que vous êtes policier, on vous donne les armes, qu'il faut tirer à tout moment. Non? Parce que... Non. Vous savez, il y a une citation de Albert Einstein qui dit, je cite, « Le monde est difficile à vivre, non pas à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Mon interlocuteur, c'est un jeune. Et ce qui me marre, ils ne disent pas la vérité au chef de l'État. Ils ne disent pas la vérité? Oui, la vérité au chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons M. Lott, son train de vie. Par rapport à hier. Aujourd'hui, ils sont dans le beurre, dans la mayonnaise. Ah bon, vous connaissez mon train de vie? Oh, très bien, très bien. Ah bon? Très bien, nous connaissons très bien, hier et aujourd'hui. Ils sont dans la mayonnaise. Ça a quel lien avec le sujet? Voilà. Le lien, c'est quoi? Écoutez-moi, le lien, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans la mayonnaise, même si vous voyez du vert, vous allez dire que c'est du blanc. Vous voyez du blanc, vous allez dire que c'est du noir. C'est de ça il s'agit aujourd'hui. Mais lorsque vous quittez un peu cet environnement, et quand vous êtes de l'autre côté, vous allez comprendre réellement c'est du noir, et c'est du noir, c'est du blanc, c'est du blanc. Vous voulez discuter de l'économie de vérité? Parce que je dis, nous avons mal parce qu'il y a des gens qui regardent et laissent faire. Nous ne pouvons pas regarder et laisser faire. Jamais. Nous ne pouvons pas. Parce que c'est vrai que ils ont le pouvoir. Et le pouvoir appartient au peuple souverain. Et nous disons que le faible du pouvoir, c'est de vouloir montrer à tout prix sa force. Ah oui. Parce que les députés qui sont là aujourd'hui, vous savez qu'il y a des députés qui n'ont jamais mis pied à l'école. Parmi les députés qu'on a, qui sont là actuellement, il y en a. Il y a des députés qui ne sont que des marchands, des opérateurs économiques, des gens qui n'ont même pas le CEP, le BEPC. Ils sont des conseillers. Vous savez, c'est de ça il s'agit. Si vous n'avez pas des gens qui peuvent de façon intellectuelle réfléchir, diagnostiquer, analyser, traiter les informations pour le bien-être de la population qui les a amenés là-bas, je pense que c'est un meurtre. Ah oui, c'est un meurtre. Revenez à ma question. Parce que je ne vous comprends pas dans les parallèles que vous faites. Moi-même, je ne comprends pas. Vous avez fait plusieurs à la fois, plusieurs parallèles. En disant
Oui, quand vous avez parlé d'abord de lui, qui ne dit pas la vérité au chef. Oui, exactement. Mon vis-à-vis se mélange. Non, je ne me mélange pas parce que il n'y a pas d'argument concret. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argument concret. Parce que à partir du moment où, un instant, à partir du moment, écoutez-moi, vous en tant que jeune, je redistribue la parole. Allez-y, je voudrais que vous soyez concret. C'est pas concret. Ce que nous disons, c'est la vérité. Et s'il y a des gens qui font de l'économie de vérité, où est la vérité? Et ce que nous disons aujourd'hui, c'est de dire nous sommes dans le beurre. Écoutez-moi. Ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous avons, qui sont les mouvanciers aujourd'hui, franchement, si nous allons nous dire les quatre vérités, ils savent que tout ce qui se passe dans le pays, ça ne va pas. Et lorsque vous étiez en train de parler des lois qui sont votées et que le juge ou bien les juges doivent appliquer les lois, quand même, ce n'est pas parce que les députés ont voté. Par exemple, je donne un exemple pour dire tous ceux qui ont de nom Tobonon, tuez-les et qu'il faille exécuter. Ah non, parce que c'est des gens. Non, j'ai dit, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Parce que, en tant que juge, ce qui me marre, c'est que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ils ont une conscience. Ils sont des intellects. Ils sont des intellects. Et vous savez, en tant qu'homme de droit, comme homme de loi, ils sont là pour la justice. Ils sont là pour l'égalité. Notre constitution aussi l'a prévu, à son article 26, que l'État doit nécessairement assurer l'égalité de tous devant la loi. Est-ce que vous comprenez? Sans distinction d'origine, de sexe, de race, d'opinion politique et de position sociale. Notre constitution nous l'a dit. Et pourquoi aujourd'hui cette injustice? Cette injustice parce que c'est des gens qui sont nommés et ne veulent faire que le vouloir du prince, du président de la République. C'est des gens parce que dans leur vie, ils ne pensent jamais à être nommés. Ils sont nommés, ils doivent faire nécessairement le vouloir, même si le vouloir, c'est un vouloir qui contraint le peuple. Je reviens vers vous. Vous avez quelques... Oui, monsieur Etonji. Oui, avec grand regret, je constate que en face de moi, il n'y a tout simplement pas d'argument. Nous sommes en train de mener un débat où si vous avez dans la contradiction des éléments concrets à apporter, il faut apporter pour que les populations puissent comprendre de quoi on parle. D'abord, lorsque vous commencez à dire que votre vis-à-vis que je suis est dans le beurre et que dans la mayonnaise, et que vous comprenez que je ne puisse tenir autre propos que ceux que je suis en train de tenir, c'est un manque d'argument. Parce que monsieur, mon vis-à-vis, je ne connais pas son nom. Vous Salut Adamon. Monsieur Adamon, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais rencontré. J'ai la chance, je considère que c'est une chance, puisque nous sommes tous jeunes, de vous voir aujourd'hui sur ce plateau. Et donc, vous aussi, vous ne me connaissez pas, donc c'était une affirmation gratuite. Mieux, quand vous allez plus loin, vous parlez de l'Assemblée nationale. Et vous parlez de la représentativité, de la qualité, des gens qui n'ont même pas le CEP, qui n'ont même pas le bac. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas le CEP. C'est vous qui le dites. Mais ce que moi je sais, en tant que jeune, contrairement à vous peut-être, j'ai eu à faire des propositions concrètes, n'est-ce pas? Avant même que le code électoral soit voté. J'ai eu à dire, par exemple, qu'il faut prendre en compte la jeunesse dans le code électoral qui devait être élu. J'ai eu à proposer que désormais, lorsque vous voulez être maire, lorsque vous voulez être président de la République, il faut que vous puissiez avoir au moins un niveau bac plus 2 ou bac plus 4, selon le degré. J'ai eu à proposer que quand vous êtes candidat pour être responsable au niveau communal, chef d'arrondissement, que vous puissiez avoir au moins le niveau bac et qu'on n'ait plus des illettrés. C'est ça ce que nous attendons de la jeunesse. Quand bien même je me revendique comme étant de la mouvance, j'ai eu à faire ces propositions. Donc, je voudrais que nous puissions être dans le concret. Lorsque vous parlez, je suis très navré, monsieur Etonji. Je suis vraiment au regret de constater qu'un jeune comme moi, qui se réclame de l'opposition, est en train donc d'insinuer que ceux qui sont appelés à faire respecter la loi dans notre pays doivent se départir, n'est-ce pas, du contenu de cette loi-là, du contenu des dispositions qui sont dans cette loi et qui ont été validées par la Cour constitutionnelle. Et donc, prendre des décisions qui n'ont rien à voir avec ce que le législateur a prévu et ce que la Cour constitutionnelle a consacré. C'est très grave parce que le rôle du juge,
Le rôle du juge n'est pas de tenir compte de ses sentiments personnels. Le rôle du juge est de dire la loi selon ce qui est prévu. Et il y a un filtre, il y a un chemin par lequel toute loi doit passer. La Cour constitutionnelle a été claire. C'est l'Assemblée nationale qui légifère. Que cette loi soit juste ou pas, qu'elle soit mauvaise ou pas pour l'équilibre national, c'est l'Assemblée nationale qui légifère. Et quand l'Assemblée nationale légifère, il y a ensuite la Cour constitutionnelle qui, par son filtre, décide si cette loi-là est constitutionnelle ou pas. Et ensuite, il y a la promulgation. Comment voulez-vous qu'une loi qui est promulguée, le juge ne puisse pas l'appliquer? Notre jeunesse ne doit pas défendre ça. C'est clair. La question elle est claire. Oui. Comment est-ce possible? Le juge est là pour appliquer le test de loi. Nous sommes d'accord. Non, c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas ce que vous avez dit. Écoutons-le. Voilà. Allez-y rapidement. Nous n'avons que quelques minutes. Donc, vous savez, je suis au regret parce que nous avons le chef de l'État, Patrice Talon. La Cour constitutionnelle qui est là, nous le connaissons. C'est son avocat personnel. L'Assemblée nationale aujourd'hui, 60 ou 62 députés acquis pour la cause ou pour les causes perdues. Nous savons tout ça. Et toutes ces démonstrations qui ont été faites par mon interlocuteur, je pense que c'est légitime. C'est vrai. Mais laissons-nous de ne pas croire aujourd'hui en cette Assemblée nationale qui est là. De ne pas croire aujourd'hui à un avocat personnel du chef de l'État qui est le président de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Parce que en qualité non, nous sommes d'accord. Vous savez, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Il ne faudrait pas qu'on se leurre la face. Tout ce qui se passe, nous le savons très bien. Tout ce qui se passe, nous le savons très bien. Et raison pour laquelle nous disons il y a trop de problèmes dans ce pays. Et c'est pour cela il urge. Les responsabilités sont partagées. Ah oui, je suis d'accord. Les députés en ont fait ce qu'ils peuvent faire dans la mesure du possible. Et les juges aussi, nous sommes d'accord. Parce que les juges, ils ont une famille aussi. Ils ont des enfants, des petits-fils. Les députés, même chose. Vous demandez qu'on soit regardant lorsqu'on veut prendre des décisions. Lorsqu'on veut prendre les décisions, c'est des décisions émanées d'un individu. Et on fait, vaille que vaille, pour imposer cette décision au peuple. Le peuple qui vous a élu, le peuple qui vous a donné le pouvoir, pourquoi vous voulez martyriser ce peuple-là? Pourquoi vous voulez saccager ce peuple? Vous permettez, nous avons plein d'exemples. Nous avons plein d'exemples. Nous avons l'exemple de Korogoné, nous avons l'exemple de Métognon. Si ces lois n'étaient pas votées à l'Assemblée nationale, peut-être ils ne seront pas en prison aujourd'hui. Je vous promets, on se reverra certainement pour revenir de façon précise sur certains aspects que vous semblez ressortir. Ce ne serait pas heureux de s'éloigner vraiment du sujet. Le sujet, c'est la problématique de la responsabilité, de la qualité même du pouvoir judiciaire, avec un certain appât dans la relation avec le pouvoir législatif. Aujourd'hui, ils sont un certain nombre des avocats béninois à donner de la voix, demandant aux bâtonniers de l'ordre des avocats assemblée générale pour statuer sur un cas précis qui fait couler assez d'encre de salive. Il s'agit de la situation de la criette, le nouveau-né, le joujou, comme on l'appelle, de l'appareil judiciaire béninois. La démarche, comment vous l'appréciez? Je voudrais rapidement, avant de revenir dessus, je ne vais pas traîner. Une minute, pas plus. Parce qu'il ne reste que 5 minutes. Oui, je voudrais rapidement dire que sur un plateau de télévision, en tant que jeune, représentant la jeunesse d'une certaine manière, il y a des propos que nous ne devons pas tenir. Il y a des choses que nous ne devons pas défendre. Lorsqu'on en vient à défendre M. Korogoné par rapport à la décision de justice qui a été prise, et que nous nous réclamons, c'est très grave. On y revient parce que c'est un dossier très grave. Non, s'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Pour revenir. Vous savez, oui, pour revenir à votre préoccupation. Une ouverture. Je ne sais pas si je ne précise pas qui voudrait réagir par rapport à ça. Non, c'est lui qui l'a ouvert. C'est un sujet qui divise beaucoup la jeunesse. C'est lui qui a ouvert. Chacun a son regard, oui, évoluant. Voilà. Maintenant, pour revenir au sujet en ce qui concerne la criette, une fois encore, je voudrais dire que c'est le législateur qui prévoit. Le législateur a décidé d'une loi qui consacre la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans l'esprit
En tant que simple citoyen, je pense que c'est une bonne décision, dans l'esprit. Oui. Parce que, en tant que citoyen, nous devons tous être d'accord pour que les auteurs de crimes économiques, les auteurs d'actes de terrorisme soient punis et que diligence soit faite pour que décision soit prise au niveau des juges. Ensuite, la Cour constitutionnelle a consacré. Une fois encore, je suis respectueux des décisions de la Cour constitutionnelle. Ce que M. Togbono dit, je l'ai dit tout à l'heure, il a dit à partir du moment où le législateur a prévu que la Cour constitutionnelle a validé, que le président a promulgué, moi je dois appliquer en tant que juge. Où est le crime? Vous n'avez pas encore répondu à la question, à la démarche des avocats. Quel est votre... Pour revenir aux avocats, je voudrais dire que n'avez-vous pas vu des avocats qui ont défendu des voleurs, des criminels? C'est leur quotidien, un peu partout dans le monde. Mais quelle est la vertu, si nous devons tenir compte de... si nous devons parler sous ce angle-là, quelle est la vertu qui peut déterminer un avocat à défendre un criminel? Qui peut déterminer un avocat à défendre un violeur de femmes? Qui peut déterminer un avocat à défendre quelqu'un qui a tué le mari, la femme et les enfants, juste peut-être pour un sou? Mais pourtant, c'est un quotidien. C'est pour dire quoi? Le rôle de l'avocat, c'est de défendre les citoyens. Et c'est de défendre tout citoyen. Et c'est pour ça que même les plus grands criminels, ceux qu'on sait, même en leur âme et conscience, lorsque les avocats savent que celui qu'ils sont en train de défendre est fautif, les avocats, ils prennent le devant. Votre réaction par rapport à cette démarche des avocats? Ils sont dans leur rôle, mais ce sont les juges qui doivent trancher. C'est une très bonne démarche, parce que moi, je ne sais pas ce que nous avons dans le pays. Et on nous parle du terrorisme. Nous ne sommes pas au Nigeria, on peut parler de Boko Haram. Je ne sais pas s'ils sont dans la logique de créer des problèmes dans le pays et pouvoir nommer ce problème terrorisme, pour pouvoir aller contre cela. Sinon, la Cour, la criette, vient chercher quoi au pays à l'heure actuelle? La criette contre qui? Vous savez, la mission a été claire. Le général Mathieu Kérékou disait: je n'ai pas la force. Même si j'ai la force, ce n'est pas sur mon peuple que je vais l'exercer. Il dit: je suis président de la République, avec un titre pompeux, chef suprême des armées. Il dit: l'armée, c'est pour le peuple béninois, ce n'est pas pour moi. Que des gens ne pensent pas, parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui, qu'il faut écraser, vaille que vaille le peuple. Lorsque nous prenons la criette, et on nous dit que même c'est une cour sans recours, c'est grave pour notre pays. Et vous savez, même avant de créer cette criette, ils ont supprimé la cour d'assises. Oui, tout le monde le sait. Vous le savez? Et pourquoi? Nous sommes dans un pays où aujourd'hui, ça c'est les techniciens de droit. Moi, je ne suis pas un technicien du droit. Est-ce que vous comprenez? Oui, moi, je suis gestionnaire. Vous croyez? Donc, dans ce pays où on nous parle des infractions, et quelle infraction contre les opposants? Parce que jusqu'à là, nous sommes en train de parler aucun mouvancier. Parce que sur les dossiers sur lesquels cette criette devait s'appesantir normalement, c'est sur les dossiers de l'Assemblée nationale, Maria Glita, Sensad, etc., etc. Mais on laisse les vrais dossiers de la République et on s'accapare maintenant sur d'autres dossiers. Chers invités, on va, je vous le promets, on trouvera la formule pour se revoir sur des thématiques plus précis et à la portée de tous. Je vais, avec votre permission, vous demander plutôt de clôturer cette émission, chacun dans son style. On a juste 1 minute, donc vous avez 30 secondes pour clôturer dans votre style chacun. Oui, merci, monsieur Etanli. Je voudrais tout simplement souhaiter, comme vous l'avez dit, que nous puissions nous retrouver. Oui. Pourquoi pas avec monsieur Adamou, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'il aborde, mais pour lesquels, ma foi, il ne va pas dans les détails qu'il faut. Et donc, il faut pouvoir rectifier ça devant le peuple. Il faut pouvoir faire ce débat. Je vous remercie tout simplement pour ce plateau télé. Notre rôle, effectivement, en tant que citoyen, c'est d'œuvrer à ce que nous ayons de bons représentants au niveau du Parlement. Et pour 2019, je voudrais simplement lancer un appel, et je serais d'ailleurs heureux de voir M. Adamou, si c'était possible, lancer un appel à toute la jeunesse pour que nous puissions effectivement avoir notre mot à dire en 2019 au sein du Parlement, pour pouvoir changer ce que lui et moi, d'une certaine manière, nous semblons dénoncer. Merci. L'autre qui dit oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je vais appeler le peuple béninois à balayer l'Assemblée nationale qui est là actuellement. Que ces députés soient de la mouvance, en tout cas
la majorité de la mouvance, je vais parler de la dynamique unitaire, le parti républicain, tout ce que progressistes, qu'on les balaie catégoriquement. La minorité aussi. Et que nous ayons le renouvellement de la classe politique et que des jeunes, des vagnants, des bâtisseurs réels soient à l'Assemblée nationale. Et pour finir, pour les juges, je dis ces juges-là... Rosine Soblo doit quitter l'Assemblée nationale. J'ai dit balayer toute l'Assemblée nationale. Merci. L'Assemblée nationale. Et qu'il y ait de nouveaux visages à l'Assemblée nationale, des gens dits du nom, des gens qui ont la capacité de traiter, d'analyser, de diagnostiquer pour apporter un plus pour notre pays, afin de décoller le pays. Pour finir, les juges, nous allons leur dire de mettre de l'eau dans leur vin parce qu'ils ont une famille. Aujourd'hui, c'est eux, demain, ce ne sera pas eux. Et il y a le pouvoir, il y a le tribunal de l'histoire qui les attend. Mais merci à vous, Salih Dabo. Merci à vous, l'autre Candide Kendi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir une fois encore été de notre 100% BD. Le numéro du jour, ce sera tout. Je vous accompagne sur cette citation du très célèbre écrivain de tout le temps, Victor Hugo. Faire justice est bien, rendre justice, c'est encore mieux. Bonne suite de méditation chez vous. À très bientôt. C'est pas...